Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale, consacrée à cette journée qui est dédiée aux océans. Nous en parlons à travers les discussions sur les menaces qui tentent de compromettre l'avenir des écosystèmes marins. Et c'est avec mes deux invités sur ce plateau, Monsieur Sylvain Akati, nous parlions d'une des menaces, la pollution plastique. La question que j'ai envie de vous poser: d'où proviennent ces plastiques? Les plastiques, c'est l'action anthropique. Il faut le comprendre tout simplement. Les plastiques quittent la terre pour aller dans la mer. Et comme le monsieur Bema l'a dit, c'est tout ce que génèrent les ménages en termes de déchets, et surtout plastiques, et qu'on jette dans les caniveaux. Et donc l'eau ramasse tout ceci là pour amener dans la mer. Et aujourd'hui, vous allez constater que la mer est bombée de ces plastiques. Souvent, même les pêcheurs vont à la pêche, ils attrapent le poisson qui sont emballés par les plastiques. Donc la mer est sérieusement très menacée. Et donc la mer était calme et qui nous donnait tout. Donc c'est l'homme qui a créé tout le problème. Et je crois qu'il faut qu'on revoie vraiment la gestion des plastiques. Et peut-être Bema est bien placé pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager la mer un temps soit peu par rapport à cette menace. Sinon, d'ici 10 ans, lui, il a projeté d'autres générations, mais la menace, elle est réelle et il faut des actions urgentes dès maintenant pour inverser la tendance. Sinon, ça ne va pas. Oui, Monsieur Bema, comment en venir à bout lorsqu'on sait que nos pays peinent à se débarrasser véritablement des sacs plastiques non biodégradables et qui sont comme des fleurs qui jonchent nos rues. On connaît le cas du Togo qui, depuis 2011, n'arrive pas à appliquer un décret qui interdit la fabrication, la commercialisation et l'usage des sacs plastiques non biodégradables. Oui, Monsieur Gaëtan, je vais d'abord peut-être appuyer la question d'abord de d'où viennent les plastiques. Et puis après revenir sur la question de des dispositions à mettre en place véritablement pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc les plastiques ont plusieurs sources. D'abord, la première source du plastique, c'est d'abord les résidus de carburant, n'est-ce pas, le bitume qui est utilisé pour fabriquer la matière première du plastique. Et c'est ça que l'industrie plastique et plasturgique utilise pour maintenant remodeler à travers des machines à moule qui peuvent fabriquer plusieurs types d'objets en plastique. Et les plastiques, quand on parle de plastique, on ne voit pas uniquement que les sachets et emballages plastiques. C'est un ensemble de composantes de plastique. Donc dans le bâtiment, dans l'automobile, dans l'informatique, dans tous les aspects de la vie humaine, on a du plastique. Donc nous sommes occupés à plus de 80% du plastique dans tous les actes de notre vie, dans le monde entier, pas seulement en Afrique ou quoi que ce soit. Maintenant, les sachets et emballages plastiques sont nés de quelle manière? C'est lorsque on a senti le besoin d'emballage, puisque avant la population n'était pas assez nombreuse et on utilisait les feuilles d'arbres, tout ça. Maintenant, lorsqu'on a senti ce besoin, on est arrivé à créer les emballages plastiques pour faciliter, n'est-ce pas, l'emballage, le transport de certains matériaux très facilement. Mais c'était une solution pratique qui était avancée pour contenir la démographie, la croissance démographique et qui rimait avec le besoin en emballage. Mais à un moment donné, on a constaté que ce besoin devenait aussi un autre problème parce qu'on n'arrivait pas à mieux le gérer. Donc les gens, ils rejetaient les déchets et les plastiques lorsqu'ils finissent de l'utiliser, ils rejetaient partout et aujourd'hui ça constituait des immondices de dépotoirs, de gigantesques contenances qui se retrouvent dans des espaces, dans les océans, etc. Et donc ça devient une problématique sérieuse et maintenant les populations sont en train de décrier et les gouvernants sont en train de chercher des mesures pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Mais sauf que les décisions qui ont été prises donc, dans les années 2010, donc par plusieurs pays, pas seulement le Togo. Donc il y a plusieurs pays même de la sous-région qui étaient contraints à prendre ces décisions pour arrêter la production des déchets plastiques. Mais tous les pays
qui ont été contraints à prendre cette décision. Aujourd'hui, aucun pays n'arrive, c'est pas seulement le Togo, aucun pays n'arrive effectivement à pouvoir faire appliquer cette décision parce qu'on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative sérieuse qui peut remplacer l'utilisation des sachets et emballages plastiques. Et la tendance a commencé par être renversée. Aujourd'hui, on ne parle plus des décrets d'interdiction ou bien des lois d'interdiction de production et de commercialisation. On parle plutôt de l'économie circulaire. Donc récemment, nous avons participé même à une réunion et à un atelier au Ghana pour l'élaboration du plan d'action de l'économie circulaire sur la gestion des déchets plastiques avec la CEDEAO. Ça, c'est un autre sujet qui peut faire l'objet d'une autre émission. Exactement. Mais parlant des océans, alors Monsieur Akati, à cette pollution plastique s'ajoute, puisque vous êtes dans l'économie bleue, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de l'exploitation de nos ressources marines, il y a des déchets chimiques aussi qui sont déversés par les industries, par même les navires. L'exemple des eaux de ballast, la contamination des habitats marins, le danger permanent. Oui, avant d'arriver là, c'est comme on dit chez nous que c'est pas parce qu'on vous a donné le lait dans la calebasse, c'est très doux. C'est pourquoi vous allez boire le lait et vous allez manger avec la calebasse. Vous comprenez? Et la pression démographique ne peut pas agir sur la mer. Ça, il faut le comprendre. Tout à l'heure, mon collègue cher Bema parlait de faire quelque chose. Mais si on ne fait rien, effectivement, ça nous regarde. Mais ce qu'il faut faire, comment nos parents faisaient, on mettait l'emballage, on utilisait l'emballage comme les feuilles de teck et transporter des assiettes pour aller prendre de la bouillie ou de riz dedans et venir manger. Pourquoi subitement l'homme n'a pas pris conscience et ça a changé et c'est toujours plastique, partout c'est plastique. Donc tout est possible, on peut changer, on peut revoir le cadre politique pour changer et interdire sérieusement. On ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on tape sur la table pour dire que ça suffit. Déchets plastiques, on ne veut plus voir ça dans nos pays. Il faut utiliser, il faut créer d'autres alternatives. Maintenant, par rapport aux pollutions dont vous parlez, il y a la convention de Marpoul, il y a la convention d'Abidjan qui ont essayé d'encadrer ces pollutions industrielles. Mais aujourd'hui, on peut dire que dans notre pays, le Togo, ça va. Il n'y a plus de rejet de slop oil, des huiles ou des menaces par rapport à cela en tant que tel, puisque on les surveille de très près cette fois-ci. Vous avez fait noter lors de votre intervention sur ce plateau que les captures de poissons diminuent d'année en année. Et il y a une menace, c'est la surpêche au niveau des océans. Comment se présente cette situation ? C'est une très belle question parce que ce qui nous donne, la mer qui nous donne ce que nous mangeons, c'est le poisson que nos pêcheurs artisanaux vont à la mer pour chercher et nous amener. Mais dans notre pays, on prélève le stock seulement. Et il n'y a pas l'évaluation de stock. On ne sait pas combien de stocks se trouvent dans notre pays. Mais Bema l'a dit, il y a des réunions vers l'ouest, effectivement. Au Ghana, là-bas, on a fait une réunion sur CPCU, regrouper tous les pays de CPCU, c'est-à-dire de l'Atlantique. Et la question a été posée. Et vous sachez que les gens disaient ceci. Et le journaliste nous posait la question de savoir, vous avez combien de chalutiers chez vous? Et là, simplement, c'est l'autorité qui répond que nous avons 3 chalutiers. Mais il dit, votre petite côte là, 50 petite côte, vous avez 3 chalutiers. Et vous voyez la menace des chalutiers sur la pêche. Quand les chalutiers arrivent, et ils ramassent tout, avec même les alevins. Je dis, ils raclent tout sur leur passage. Et ça, c'est une question vraiment qu'il faut dédier un plateau qu'on parle vraiment de surpêche parce que ça ne va pas. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans l'eau. Il n'y a rien dans la mer, il n'y a rien dans les océans à cause de ces chalutiers-là. Donc je crois que le massacre, on peut dire que ça suffit comme ça. Il faut à un moment donné laisser la mer se reposer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que le lait est très, très doux qu'il faut détruire la calebasse. Alors, M. Bema, la communauté internationale s'est fixé un objectif de 30%
de protection en 2030. C'est ce qu'on appelle objectif 30 x 30, mais seulement 8,36% des océans sont protégés à ce jour. Comment on peut expliquer cette timidité alors que nous allons de conférence en conférence, les discours sur la protection des océans se multiplient et s'amplifient? Oui, c'est ce que nous déplorons véritablement au niveau des humains. Nous avons un problème qui est épineux, qui est saillant, qui est, par exemple, le dépotoir qui est en face de nous et qui nous menace notre vie. Et au lieu que nous nous organisons autour du dépotoir pour le délocaliser, mais nous allons quitter notre maison, n'est-ce pas, avec le dépotoir en face et aller nous asseoir à 100 km quelque part que nous réfléchissons sur comment nous voulons dégager le dépotoir. C'est le paradoxe et c'est très dangereux. Les ressources que nous utilisons pour nous déplacer, pour aller discuter de comment dégager le dépotoir, ces ressources-là pourraient servir même à dégager ce dépotoir et avoir même des ristournes. C'est véritablement ça. C'est pour ça que je ne suis pas du tout trop d'accord avec les histoires de conférences. C'est vrai, les réunions de discussion, tout ça pour harmoniser les positions et amener chacun à faire des efforts à son niveau. Mais quand on est conscient de ce qu'on vit, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire pour régler le problème qu'on vit. Donc c'est pour ça que moi je voudrais demander aux dirigeants de faire des efforts au niveau interne, que chacun puisse prendre les décisions radicales de protection de sa côte. Et vous allez voir, dans 10 ans, on se retrouve pour évaluer le niveau. On n'aurait pas fixé une décision globale avant de chercher à voir comment nous avons atteint chacun à son niveau de façon individuelle pour avoir ce niveau global. Mais on pourrait demander à chaque pays de fixer des décisions internes pour pouvoir arriver à un niveau et on va se retrouver pour rassembler ces décisions-là pour voir quels résultats on aurait atteint au niveau global. Oui, donc alors oui, justement, dans ce cadre, Monsieur Akati, c'est vrai, vous n'êtes pas décideur, mais j'ai envie de vous poser cette question. Quel sens ou quelle mesure on peut prendre au niveau du Togo, puisque le Togo n'est pas en marge de la célébration de cette journée mondiale des océans? Quel sens revêt cette célébration pour un pays comme le vôtre? Non, on a déjà commencé. Je crois qu'au niveau de l'ONG jeudi, nous avons fait un plaidoyer pour aller à la ratification de l'accord BBNJ que le Togo a approuvé depuis 2023. Et ça, il s'avère très important de sensibiliser tous les acteurs et appeler à l'urgence de ces océans-là et revoir les cadres, comme je l'ai dit. Donc maintenant, l'accord, comment l'appelle-t-on, l'accord de ratification, le plaidoyer, la stratégie, la note de plaidoyer est sur la table et je crois que c'est le gouvernement seulement qu'on attend, la mise en place du gouvernement pour que l'Assemblée nationale puisse se pencher sur cette question-là. Maintenant, le sens de la journée ou des océans, vous avez dit. Donc le sens, ça revêt de vraiment comment projeter maintenant le regard vers les cadres non seulement institutionnels, politiques, mais aussi cette haute mer dont je vous ai dit, où il y a des ressources génétiques, où on peut faire l'évaluation environnementale, où on peut faire le transfert de technologies. Vous savez que dans cette partie-là, chacun peut venir puiser partie comme il veut. Mais nous, on n'a pas la technologie. Donc on peut nous faire le transfert de technologie pour essayer d'aller aussi comprendre ce que c'est. S'il y a le pétrole dans la mer, par exemple, si on n'a pas la technologie, comment on peut savoir alors? Donc je crois que tout ceci-là a un sens que les politiques puissent mettre un accent là-dessus et on va y arriver. Monsieur Béma, les Nations Unies ont décrété la période 2021-2030 comme la décennie des sciences océaniques au service du développement durable. En quoi vous êtes acteur de la société civile, en quoi le monde universitaire peut contribuer à la préservation de nos océans? Merci beaucoup Gaëtan. Il faut d'abord comprendre que les alertes sont données par les universitaires.
Donc les chercheurs, les scientifiques qui font un travail extraordinaire et qui vont même à des endroits des océans que nul n'est peut-être censé aller. Donc les chercheurs arrivent à véritablement, à travers leurs recherches, ressortir les problématiques clés. Par exemple, quand je parle des nanoplastiques, des microplastiques qui s'incrustent dans les organismes des écosystèmes marins, c'est à travers les recherches scientifiques. Quand nous parlons des données de 11 millions de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans, c'est à travers les données scientifiques. Donc, s'il faut quantifier les déchets miniers ou les déchets industriels qui sont déversés aujourd'hui dans les océans, c'est à travers les recherches scientifiques pour mesurer le taux d'acidification. Donc, pour comprendre comment l'océan est en ébullition, selon la phrase d'Emmanuel Macron, il faut faire des recherches scientifiques pour comprendre le niveau d'acidification de l'océan, pour s'assurer que l'océan est en train de se tarir. Et c'est la condensation, n'est-ce pas, des éléments chimiques au niveau des eaux restantes qui montrent que l'océan devient de plus en plus acide. Et cette acidification justifie le fait que la Terre se réchauffe. Et quand la Terre se réchauffe, l'océan bout et diminue. Donc la quantité de l'eau diminue dans l'océan. Et c'est ça qui amplifie. C'est comme quand vous mettez la sauce. C'est-à-dire vous mettez du sel. Et la sauce le sel dans la sauce, et que c'est normal, et que vous laissez chauffer pendant des heures, et que la sauce commence par diminuer. Quand vous goûtez, vous allez voir que le sang devient plus important. Le sel plutôt. le sel devient plus important. Et donc, ce qui justifie que, voilà, il y a effectivement un problème de la Terre qui se réchauffe et de l'océan qui commence par bouillir et qui commence par faire perdre ses fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, la recherche scientifique est sine qua non pour pouvoir déterminer les enjeux clés des océans et proposer des orientations claires aux gouvernants, aux décideurs, de pouvoir prendre les dispositions pour réglementer ça. Oui, aux côtés maintenant de ces scientifiques, vous, en tant qu'acteur de la société civile, responsable d'ONG, comment est-ce que vous mesurez votre partition à jouer dans cette dynamique de protection de nos océans, monsieur Akati? Avant cela, permettez-moi d'ajouter un mot à ce que le collègue a dit. Très rapidement, puisque nous sommes menacés par le temps. J'étais ici, dans d'autres pays comme en Égypte, à Sharm el-Sheikh, il y a la police scientifique. Donc, vous voyez, il y a 2 universités dans notre pays. Il y a des écoles comme Emarito, je crois, à Lomé, qui font de la recherche. Donc, il faut mettre vraiment un accent sur cette recherche-là, parce que ça peut permettre le tourisme de se développer. Ça peut permettre de reconnaître effectivement toutes les espèces qui se trouvent dans les eaux. Maintenant, par rapport à votre question, pour aller très vite, notre partition, elle est déjà visible. Vous savez que lors de cette journée mondiale des océans, nous avons nettoyé la plage avec le Haut Conseil pour la mer et avec le ministère de l'Environnement et ANASAP, et nous avons planté des cocotiers encore. Nous avons planté quelques cocotiers que vous avez vus à la télé, et nous voulons sensibiliser les gens sur la gestion durable des ressources marines et halieutiques, et nous voulons aussi protéger vraiment la zone côtière par rapport à l'érosion. Et cette question, je vous la pose et ce sera la dernière pour vous, monsieur Béma. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Il faut noter que depuis 2011, à la création de l'ONG STAD, nous sommes toujours engagés sur la côte. On a organisé plusieurs séances de sensibilisation, de nettoyage de plage. Aujourd'hui, nous pouvons compter à l'actif plus de 25 séances de nettoyage de plage depuis 2011 à aujourd'hui. Et nous avons également sensibilisé les populations côtières tout au long de la côte pour voir la menace liée liée à l'érosion côtière.
et beaucoup d'autres activités que nous avons développées. Malheureusement, on ne pourra pas égrener toutes les activités que vous avez menées avec votre ONG. Oui. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un plaidoyer fort que nous faisons à l'endroit de l'État. Nous ne voulons pas rester continuellement en train de nettoyer les plages. Il faut qu'on mette en exécution la police environnementale pour sécuriser la côte. Votre appel est lancé, M. Gado Béma, directeur exécutif de l'ONG Stade. Merci à vous, M. Sylvain Akati, directeur exécutif de l'ONG AGEDI. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.